Bonjour à tous et bienvenue pour la première interview Synotis de 2022. Aujourd'hui, on accueille un de nos partenaires, Semarchi, qui va notamment nous répondre à une grande question. Donc, pourquoi la plateforme Semarchi est-elle un atout dans votre programme de gouvernance? Aujourd'hui, on accueille Julien. Julien, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous et merci Johan de nous avoir invités pour cette première interview. Donc, je suis Julien Pelletier, je suis le directeur de l'équipe avant-vente et consulting de Semarchi pour l'Europe. En 2 minutes, Semarchi, c'est un éditeur dans le domaine de la data qui a 12 ans d'existence, éditeur d'origine française, hein, toute la R&D est basée en France et tout, même si aujourd'hui on a notre board qui est aux États-Unis. On est un leader dans le domaine du data management, hein, puisqu'on est reconnu notamment dans le Gartner sur notre solution XDM, qui est notre solution historique en fait de master data management. Et on a également une solution de data intégration suite au rachat de Stambia l'année dernière, Stambia qui était un autre éditeur français dans le monde de la data, et dont le rapprochement s'est fait très naturellement, on va dire, sur la fin d'année dernière. Merci Julien. Moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Johan Boulinguez. Aujourd'hui, j'interviens principalement sur les problématiques de gouvernance pour Synotis, donc notamment à travers la définition de stratégies de gouvernance et puis par la suite leur implémentation. Pour rappel et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Synotis, donc on est une entreprise expert du data management. Donc, on intervient finalement sur tous les projets data de bout en bout, donc c'est-à-dire de l'intégration, en passant par la gouvernance, l'architecture, mais aussi par exemple sur les problématiques BI. Je vais te poser donc une première question, Julien. Est-ce que aujourd'hui, donc par rapport au marché finalement du data management, est-ce que les projets de MDM pour toi, ils ont toujours le vent en poupe? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que tu vois régulièrement? Est-ce que vous êtes appelé sur ce genre de projet? Alors, oui, plus que jamais même, parce que très clairement, on a une activité aujourd'hui qui est en forte croissance année après année. Après, on va peut-être moins parler de projets de MDM aujourd'hui, on va plutôt parler vraiment de projets de data management au sens large, parce que finalement, les projets de MDM aujourd'hui ont un scope quand même un peu plus large en fait que par le passé. On n'est plus juste sur une notion de référentiel, on est sur quelque chose d'un petit peu plus large. Mais c'est vraiment au cœur en fait de l'actualité de tous nos clients et des services informatiques. Et surtout, ce qu'on a constaté ces 3 dernières années, c'est que ça touche vraiment tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise, puisqu'on a aujourd'hui des clients vraiment de petite taille, hein, des fois des sociétés qui font quelques centaines de personnes, qui ont en fait des vraies problématiques data et sur lesquelles la plateforme unifiée Semarchi peut permettre en effet d'apporter des solutions. Un autre point aussi qu'on voit, c'est que ça touche à la fois le domaine privé, classiquement, mais également beaucoup le secteur public. On a de plus en plus de clients dans le domaine public, notamment au niveau des collectivités territoriales. Et on travaille également avec beaucoup de ministères en ce moment sur lesquels on a des sujets en cours. Donc, D'accord. on a un point vraiment important aussi, c'est que les démarches data sont vraiment de plus en plus prises en compte par les directions générales, même dans les petites structures. Et du coup, ça s'inscrit vraiment dans l'ADN maintenant des systèmes d'information. Et très clairement, là-dessus, on a eu aussi un élément de contexte qui est venu intervenir, c'est que finalement, la crise Covid, ça a été un énorme moteur pour la transformation, notamment la transformation digitale des entreprises. Et du coup, finalement, cette crise-là, après 6 premiers mois où on a eu un petit coup de frein au niveau des projets par le réflexe en fait de peur d'investir et tout, ne sont repartis que de plus belle parce que finalement, les stratégies data ont aussi aidé les entreprises à se transformer. D'accord, merci pour ta réponse, Julien. Je vous rappelle juste brièvement le format de l'interview. Aujourd'hui, je vais poser des questions à Julien, mais si vous en avez de votre côté, n'hésitez pas à les formuler dans le chat, et puis on sera ravis d'y répondre en direct. Euh, donc le sujet aujourd'hui, ça va être la gouvernance de données. Finalement, est-ce que donc l'émergence finalement en ce moment du nombre de projets de gouvernance de données, est-ce que c'est un accélérateur pour vous? Est-ce que vous avez aujourd'hui beaucoup de clients qui sont dans cette démarche-là? Alors, c'est vrai que la gouvernance de données, on en entend beaucoup parler, et pour cause, parce qu'elle est utilisée c'est un terme très générique, en fait, qui est vraiment large et qui peut se traduire vraiment avec plein de types d'initiatives différentes chez nos clients.
La gouvernance de données, finalement, elle va commencer, dès le moment où on va commencer à faire de la data intégration, de la data quality, on doit se poser des questions autour de la gouvernance de données. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est projet plutôt orienté MDM ou data catalogue, qui sont aussi des projets très importants dans le cadre de la gouvernance. Mais finalement, ça couvre vraiment un scope assez large. Si on parle un peu plus concrètement de la mise en place d'un MDM aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui oblige de toute façon les clients à se poser la question de la gouvernance de données, puisque le but quand même d'un MDM, c'est de poser un peu les règles du jeu sur la table sur qui fait quoi autour de la donnée, quels sont les processus d'administration, quelle est la responsabilité autour des données, comment est-ce qu'on les partage. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de situation type. C'est-à-dire qu'on a autant de clients qui ont découvert ce que c'était la gouvernance de la donnée parce qu'ils avaient besoin de mettre en place un référentiel et donc ils ont dû se poser des questions sur la bonne gestion de ce référentiel, que de clients qui ont fait en fait à l'inverse une démarche de réflexion sur leur gouvernance, qui ont posé tous les principes de gouvernance sur la table et qui après ont finalement choisi une solution finalement comme moyen pour appuyer cette gouvernance. Donc les deux chemins sont possibles. Maintenant, si on s'aperçoit que les deux sont possibles, le second est quand même plus simple parce que c'est pas une solution technique qui doit driver la gouvernance. Donc, il ne faut pas mettre en place de la gouvernance parce que pour gérer des règles dans un outil, on a besoin d'un data steward ou des choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est d'abord se poser la question de savoir comment moi, en termes d'organisation de métier, en termes de process, je souhaite travailler mes données, quels sont les rôles et responsabilités sur mes données. Et après, c'est vraiment à la solution technique qui va supporter ça, d'être flexible et de répondre en fait à cette vision et à la gouvernance qui doit être déployée. Et ça, c'est vraiment un point très important. Et on voit clairement que les entreprises qui réussissent finalement le mieux leur projet sont celles qui ont déjà une bonne maturité en termes de réflexion autour de la gouvernance, autour des process et des rôles et responsabilités, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, ils ont des objectifs clairs. Alors que des fois, la mise en place de la gouvernance, quand on fait un projet référentiel, est plus vécu comme une contrainte et quelque chose qui n'avait pas été Mmh. anticipé au niveau métier, et ça peut poser des soucis. Ouais, on fait finalement à peu près le même constat chez Synotis, quand on travaille sur des projets de gouvernance. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de réussite finalement sur les projets, avec lesquels, les métiers sont intégrés fortement, plutôt que ceux qui sont portés à 100 par la DSI et notamment à C'est travers clair. la mise en œuvre d'outils, comme des MDM, des data catalogues, heu, ou de la DQ. Hem, Globalement, si on continue à parler de gouvernance, dans cet écosystème, d'outils, quelle est la place d'un référentiel finalement dans un programme de gouvernance de données? Alors, c'est une bonne question. Déjà, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le programme de gouvernance de données, quand on l'entend un petit peu au sens large, doit répondre en fait à deux objectifs. Déjà, il doit y avoir un premier objectif qui est un souhait global de l'entreprise de progresser et d'avoir une maturité sur ces données et de mettre en place des politiques data. C'est des choses qu'on voit de plus en plus, c'est vraiment en train de se matérialiser ces dernières années. Mais c'est vraiment, on doit être dans une ligne directrice forte et vraiment ancrée au plus haut niveau de management de l'entreprise. Maintenant, c'est pas tout de vouloir faire quelque chose de global au niveau de l'entreprise. Ce qui est important, et notamment pour la réussite des projets tels que les projets référentiels, c'est d'avoir des objectifs opérationnels et business très concrets à court terme et à moyen terme, de manière à prouver rapidement la valeur, à ancrer la démarche et à itérer derrière pour pouvoir continuer à apporter de la valeur. Donc finalement, la mise en place d'une solution telle que XDM, notre solution de Data Hub, c'est souvent en fait la concrétisation du programme de gouvernance. C'est-à-dire que le programme de gouvernance va identifier différentes initiatives autour d'actions à mettre en place, autour de rôles, autour de la qualité des données, des responsabilités sur les données. Et finalement, la mise en place du Data Hub, en fait, ça va être comment on va concrétiser réellement ces mécanismes-là, cette sécurité qu'on veut mettre en place, de manière à gérer les données de référence et à délivrer la valeur en fait auprès des équipes métiers. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient concrétiser, mais encore une fois, et ça c'est vraiment un message que je martèle auprès de mes clients, la mise en place de la solution, à l'arrivée, c'est vraiment un moyen de soutenir la gouvernance qui a été décidée et voulue par les métiers. C'est pas une finalité en tant que telle de déployer un outil, c'est vraiment qu'un moyen. Et c'est Mmh. vraiment un moyen pour répondre aux enjeux opérationnels visés. Là-dessus, je pourrais prendre un exemple d'un de nos clients qui est Somfy, qui a lancé il y a plusieurs années maintenant un programme de refonte en fait de la gestion de son information produit.
Somfy avait un problème en fait, c'est que pour gérer toutes les produits, toutes les solutions finies en fait qui vendent, il y a beaucoup d'équipes métiers qui interviennent, à la fois sur toute la R&D, pour pouvoir concevoir les solutions. Il y a la production, il y a le pôle réglementaire, il y a le pôle commercial, il y a le pôle marketing. Enfin bref, ils ont une douzaine d'équipes métiers qui interviennent en fait finalement sur l'information produit. Avant de lancer le projet, ils avaient une information qui était silotée dans différents systèmes, en partie gérée sous SAP, en partie gérée dans des outils un petit peu plus spécifiques, voire dans des fichiers dans certains cas. Et ils avaient un problème, en fait, concrètement, c'est qu'ils n'étaient pas assez réactifs pour pouvoir faire arriver sur le marché en fait de nouveaux produits, et notamment parce que ils perdaient du temps sur le volet data en fait, à resynchroniser les données entre les différentes équipes, à les partager et tout. Et donc l'objectif, quand ils ont lancé le projet de mise en place du référentiel produit, était très concret pour eux, c'est qu'ils voulaient absolument gagner en fluidité au niveau du process, ils voulaient absolument sécuriser en termes de qualité les données au moment de la saisie, de manière à éviter des allers-retours ou des incohérences. Et in fine, avec ces gains-là, l'objectif qu'ils avaient, c'était de réussir à réduire le time to market en fait, sur les produits. Et ils ont réussi, c'est-à-dire qu'une fois que le projet a été déployé, donc on a les 12 équipes métiers collaborent directement aujourd'hui maintenant sur la solution XDM. Ça fait à peu près un peu plus d'une centaine d'utilisateurs en collaboration active sur les produits et 300 personnes qui se connectent en fait pour consulter les données. Et ils ont réussi à réduire le time to market en fait pour les nouveaux produits de 25%. Parce qu'ils ont vraiment optimisé toutes les phases data. Maintenant, il y a plein de phases dans l'arrivée d'un nouveau produit qui ne sont pas des phases data, donc sur lesquelles là, on ne peut rien faire. Mmh. Mais ça a été vraiment pour eux un vrai gain de temps à ce niveau-là et un vrai gage d'efficacité qui permettait vraiment de faire collaborer toutes les équipes vis-à-vis d'une base centralisée et unique d'informations sur le produit. OK. Donc finalement, à travers ce cas-là, vous êtes absorbé d'un objectif, on va dire de gouvernance qui était plutôt orienté, sur la mise en qualité des données. Vous avez hérité de quelques paramètres comme des rôles et des responsabilités, poussés par la gouvernance, et vous avez été capable en fait, d'augmenter, la fluidité et la qualité, de la diffusion des données, pour ce client-là, et en fait le bénéfice principal, ça a été, la réduction de ce time to market, et puis un gain d'agilité, on va dire, qui a été relativement fort pour ce client-là. C'est Ouais, ça? c'est exactement ça. C'est vraiment en mettant en place des workflows, en mettant en place tous les process collaboratifs au sein de la même plateforme, en fait, qui Mmh. leur permettait vraiment de gagner du temps. C'est intéressant. Hem donc du coup, est-ce que ce client-là, finalement, il était dans vraiment dans cette démarche de gouvernance, globale, ou est-ce qu'il avait identifié plusieurs objectifs? Ou est-ce que finalement, l'objectif principal était la mise en qualité et puis, cette augmentation d'agilité? Alors là, on était vraiment sur un objectif très précis dans ce cas-là. C'est vrai que D'accord, c'est pas un projet qui est intervenu dans le cadre d'un programme data plus global et tout, d'accord, comme ça peut arriver de temps en temps. Vraiment là, sur ce cas-là, on était sur une problématique très précise et OK. avec des attentes métiers qui ont vraiment drivé toute la mise en œuvre du projet. OK, et du coup, typiquement, comment, aujourd'hui vous intégrez finalement dans des démarches, plus globales, ou pour des clients qui finalement auraient eu cette réflexion de gouvernance, de stratégie de gouvernance avec, du coup plusieurs objectifs, des risques, et puis peut-être, en sortie, du coup une architecture, multi-outils, qui permettant de répondre à ces objectifs? Alors, ça arrive de temps en temps, en effet, qu'on soit sollicité par nos clients sur des phases un peu plus prospectives, finalement, en termes Mmh, de roadmap et tout. Mais on intervient plutôt en tant que contributeur, parce que c'est pas forcément notre rôle, nous, en tant qu'éditeur, que de délivrer du conseil à ce niveau-là. On va mmh, plutôt intervenir, en fait, pour faire part de retours d'expérience, notamment côté métier, parce que même si on voit tout de suite la problématique de socle technique que ça représente et tout, souvent, ce qu'on cherche à sécuriser, finalement, c'est le retour d'expérience côté métier. Ça a été quoi les impacts sur l'organisation? C'est quoi les bénéfices métiers qui ont été tirés? Les gains opérationnels qui ont été constatés? Parce que finalement, c'est ça qu'on cherche toujours à solutionner. Il faut vraiment avoir en tête la valeur métier qu'on va pouvoir apporter au niveau de l'écosystème. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est challengé, finalement, plus que sur les capacités techniques de notre plateforme, où voilà, on a un grand nombre de fonctionnalités, de capacités, on a une intégration qui est très simple avec d'autres systèmes également. Et là, c'est plus là où c'est des partenaires experts, comme Synotis, par exemple, qui sont capables de proposer des démarches d'accompagnement un peu plus complètes,
qui vont vraiment couvrir tous les aspects, pour le coup, de la gouvernance de données, y compris les data catalogues et compagnie, afin de faire vraiment un diagnostic complet avec nos clients et de définir des roadmaps globales sur la gouvernance de données et les socles d'architecture qui vont permettre de la supporter. Mais encore une fois, la question in fine du choix de solutions techniques, et là on va mettre les solutions au pluriel, parce que quand on a un socle global de gouvernance de données, malheureusement aujourd'hui ça reste souvent plusieurs solutions, même quand on prend chez un seul éditeur, c'est souvent des produits différents en fait qui vont permettre de répondre. Mais ça arrive que tardivement ces choix de solutions, parce que in fine, c'est pas la solution technique qui va structurer en fait la solution de gouvernance, c'est vraiment une manière de concrétiser les initiatives et un moyen de répondre. Mmh. D'accord. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, on intervient beaucoup sur la définition de stratégie et puis finalement, cette stratégie débouche toujours sur, on va dire la sélection de solutions techniques, pour y répondre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes beaucoup, sollicité, notamment, sur la phase de sélection des outils, donc du coup plutôt, en aval de la définition de cette stratégie? Alors, c'est vrai qu'on est maintenant quand même très, très visible sur le marché parce qu'on est vraiment reconnu par les analystes. On est leader dans le Magic Quadrant du MDM depuis 2 ans. Donc, c'est vrai que ça nous amène quand même à être identifiés, on va pas dire systématiquement, il faut rester humble par rapport à ça, mais quand même très souvent en amont dans ces études comme faisant partie des solutions capables de répondre à ce type d'architecture. Et ce, à la fois par les architectes dans l'entreprise et les équipes IT, mais aussi par toutes les sociétés de consulting en fait, qui gravitent autour des projets data. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez fréquentes et qui sont pas forcément très récentes en plus, parce que si on parle par exemple d'un autre de nos clients, qui est le groupe Rocher, qui a démarré son initiative data en 2014 sur notre solution, 1 an avant de démarrer le projet, en fait, ils ont commencé à échanger à la fois avec les intégrateurs et les éditeurs pour pouvoir se faire leur propre conviction en fait sur les bonnes pratiques autour de la mise en place justement alors d'un référentiel client en l'occurrence chez eux, sur toutes les bonnes pratiques pour à la fois gérer le projet côté métier, quels étaient les impacts, c'est quoi le data stewardship, pour avoir des retours d'expérience très concrets, se faire aussi une conviction sur les capacités techniques dont ils avaient besoin au sein de cette plateforme. Et in fine, en 2014, en fait, ils ont lancé un appel d'offres sur un projet de référentiel client. Donc cet appel d'offres, à l'époque, avait été gagné par Semarchi et par un de ses partenaires. Et le projet a été mis en place et mis en production en 5 mois. Et ce dont on s'est rendu compte en fait à la fin de ce projet-là, c'est que le travail data qui avait été fait en fait en amont était beaucoup plus important que ce qu'on avait en tête. Parce que finalement, d'un appel d'offres qui était très précis sur la mise en place d'un référentiel client, vraiment pour faire du dédoublonnage, notamment à des fins analytiques derrière pour alimenter toute la stratégie d'intelligence client du groupe Rocher, euh, on a pris conscience en fait à la fin du projet que ce n'était que la première étape et que pendant 1 an, en fait, ils avaient construit un escalier qui était assez impressionnant de fonctionnalités et de projets stratégiques qu'ils voulaient bâtir en fait sur ce socle-là. Et donc, par exemple, dans les projets stratégiques qui étaient envisagés derrière, c'était de se servir de ce socle-là comme base pour tous les services de reconnaissance de la cliente, qu'elle arrive en magasin, qu'elle arrive sur Internet, qu'elle arrive sur l'application, quand on a besoin de reconnaître en fait une personne, finalement, ce sont les services temps réel du référentiel qui sont utilisés pour s'assurer qu'on est bien face à la bonne personne. On avait également un fort enjeu autour de tout ce qui était mailing courrier, parce que le groupe Rocher reste quand même un gros consommateur de mailing courrier pour voilà, tout son dispositif de fidélité magasin. Et donc, ils avaient des enjeux en fait d'optimisation des coûts à ce niveau-là. Et rien que les économies qu'on a générées sur le premier projet référentiel grâce au meilleur dédoublonnage, les économies qu'on a générées rien que sur le mailing courrier ont permis de rembourser en fait en 1 an le build du projet et l'acquisition de la licence. C'était vraiment des économies très significatives. Et le dernier projet qui était surtout le plus important d'un point de vue métier, c'était que ce référentiel allait être le pilier de la stratégie omnicanal du groupe Rocher, et notamment d'un projet clé qui était la fidélité multicanal, puisque historiquement, le groupe Rocher avait un système de fidélité qui ne fonctionnait qu'en magasin, le compteur de fidélité n'était pas partagé sur Internet, par exemple. Et finalement, c'est le fait d'avoir ce référentiel unique au sein du SI qui a permis aussi de se dire à un moment donné, ça y est, on a les clés pour pouvoir mettre en place ce compteur de fidélité omnicanal et pour pouvoir apporter plus de valeur en fait à nos clients.
Mmh. Donc, c'est vrai que des fois, quand on intervient sur des projets, on voit finalement que la brique technique qu'on est en train de mettre en place, mais il y a des roadmaps qui ont été construites en amont, voilà, où quand les clients ont pris le temps vraiment de définir une gouvernance, une vision cible, on en parlait tout à l'heure, là, on voit très concrètement qu'on peut aller très très loin dans les initiatives de projet et qu'on peut vraiment apporter beaucoup de valeur par ce type d'initiative. Mmh. Donc en fait, finalement, à travers ce cas client-là, en fait, ce que vous êtes rendu compte, c'est que vous êtes intégré, enfin, que la solution CMArchi s'est intégrée dans une démarche beaucoup plus globale, Tout à au fait. niveau d'un objectif stratégique. Et pour moi, hein, enfin, on va dire l'aspect le plus large que je vois, c'est finalement l'unification de cette expérience multicanale et à travers, bah, l'unification du programme de fidélité, quoi. Ouais, bah, ça a été la première concrétisation. Après, Mmh. ça prend même aujourd'hui une vraie dimension opérationnelle, puisque le référentiel est intégré en temps réel, en fait, dans tout le parcours omnicanal de la cliente. Et donc, le référentiel est en interaction permanente. Et d'ailleurs, on va sûrement, d'ici la fin de l'année 2022, décommissionner tous les flux batch, on a encore quelques flux batch D'accord. résiduels autour du référentiel, pour n'être plus que sur des API qui vont fonctionner en mode fil de l'eau. Mmh. Super. Hem Alors, si on parle de gouvernance, on parle, bah, toujours finalement de rôles et des responsabilités, donc qui sont finalement un input pour tous les projets sous-jacents, à la gouvernance de données. Mm. Moi, ce que j'aimerais savoir, en tant que consultant et puis aussi, pour nos clients, c'est finalement, bah, comment la plateforme CMArchi s'intègre, de ces rôles et des responsabilités? Comment elle est capable de reproduire finalement, des workflows qui ont été définis par la gouvernance, au niveau de votre plateforme? Alors, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que dès qu'on parle gouvernance, on va parler en effet de rôle et de responsabilité, et donc on a vraiment un enjeu majeur sur la sécurité des données, et c'est vraiment au cœur de la solution CMArchi. C'est au cœur en fait de deux manières. C'est que déjà tous les processus de gestion de données, tous les processus de workflow, même tous les processus via les web services en fait de manipulation de données se font sur la base de rôles. Voilà, c'est que tous les accès en fait se font sur la base de rôles, et donc c'est vraiment sur ces rôles qu'on va s'appuyer pour savoir en fait qui a le droit de faire quoi au sein de la solution et comment les données sont organisées. Donc ici, on va être très flexible en fait sur la définition des rôles, puisqu'encore une fois, c'est pas la solution d'imposer une manière de fonctionner, mais on va vraiment pouvoir s'adapter un peu à tous les contextes. Et donc l'approche en fait par les rôles, c'est une approche qui est très pragmatique et qui nous permet de gérer l'accès des données directement au niveau du modèle de données, où par exemple sur un rôle, on va à la fois filtrer les données visibles évidemment jusqu'à la maille attribut, par exemple une adresse personnelle ne va être visible que d'un profil RH, que d'un rôle RH, au sein d'un référentiel collaborateur. Mais on va même aller beaucoup plus loin parce qu'on va directement intervenir au niveau de chaque enregistrement. Un autre exemple, si on parle toujours d'un référentiel collaborateur, je peux voir peut-être en consultation tous les collaborateurs qui sont dans mes divisions, mais en tant que manager hiérarchique direct, je ne peux peut-être modifier que les collaborateurs dont je suis le responsable hiérarchique direct, et peut-être que sur les droits de modification que j'ai, je ne peux modifier que certaines informations, et typiquement pas une adresse personnelle ou des choses comme ça. Mmh. Donc on va vraiment avoir la capacité en fait d'être extrêmement flexible au niveau de la sécurité qu'on va vouloir gérer. Ça, c'est des modèles de rôle qui sont gérés nativement dans la solution et qui vont nous permettre d'être très très précis. D'accord. On a un exemple en cours, là on a un projet qui est en train de se terminer chez un client de la grande distribution autour du SI réseau, donc de tout ce qui est réseau commercial et distribution. Ça peut paraître simple, hein, une base magasin comme ça, en réalité c'est des modèles de données qui sont d'une énorme complexité. On a beaucoup de clients qui ont fait des référentiels sur les magasins, et en général c'est des modèles de données qui peuvent tourner entre 80 et 150 entités au sein du modèle de données, parce qu'il y a énormément d'informations à gérer. Et donc, on imagine bien que plus on a d'informations, plus on a d'équipes métiers qui vont venir intervenir. Et il est hors de question, en fait, qu'on puisse exposer à des équipes métiers cette quantité d'informations. Et donc là, la stratégie de rôle va aussi permettre de rentrer dans l'efficacité au niveau de l'application de gouvernance qu'on va mettre à disposition, parce que finalement, on va filtrer pour chaque rôle les données qui sont pertinentes à afficher. On va vraiment guider complètement les process de saisie et les workflows pour qu'ils ne puissent intervenir que sur les données qu'ils ont le droit de modifier ou qu'ils ont besoin de modifier. Et donc là, c'est vraiment toute la stratégie de sécurité CMArchi qui rentre en rôle.
Et d'ailleurs, à propos de la sécurité, on a fait une grosse évolution dans la 5.3 l'année dernière pour pouvoir gérer nativement en fait une grande quantité d'identity providers pour pouvoir s'intégrer en fait avec quasiment toutes les briques standards de SSO ou de web SSO qui peuvent exister chez nos clients, qu'on soit sur de la fédération Google, de la fédération Microsoft ou autre. On a vraiment des choses très sécurisées à ce niveau-là et très flexibles. D'accord. Donc finalement, la mise en œuvre des rôles et des responsabilités, ça passe principalement par l'application des règles de sécurité en fait définies par la gouvernance au sein de la plateforme Cmarchi. Tout à fait. Ok. Donc on a parlé tout à l'heure d'architecture, donc multi-outils, parce que finalement aujourd'hui les éditeurs du marché, enfin en tout cas il y a très peu d'éditeurs du marché qui arrivent à répondre à tous les besoins de la gouvernance à travers une seule plateforme. Du coup, se pose évidemment la question de l'interfaçage de ces différents outils entre eux. Aujourd'hui, donc quand on pense gouvernance, on pense beaucoup à des outils comme des data catalogues, notamment à travers Data Galaxy ou des Colibra. Est-ce que aujourd'hui vous interfacez correctement avec ces types d'outils-là, et puis quels sont les types d'interactions qu'on peut en attendre? Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une question en fait qu'on a très fréquemment, notamment dans les phases avant-vente, dans les phases d'appel d'offres, en fait, de savoir si on a des connecteurs en fait avec les solutions de data catalogue du marché et lesquelles. Ce qui nous a amené d'ailleurs à échanger, hein, souvent, notamment Data Galaxy, Colibra par exemple, sont des acteurs avec qui on a échangé ces dernières années justement sur l'intérêt de construire des connecteurs ou autres. Donc, on a des discussions en fait sur ces sujets-là. Mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que finalement, on a assez peu de clients qui en sont réellement à cette étape-là. C'est-à-dire que la priorité quand même, quand ils mettent en place un projet, notamment un projet sur notre solution XDM, donc un data hub, ça reste de répondre à des enjeux métiers très concrets, à de l'apport de valeur direct qu'on va pouvoir avoir au niveau des métiers. Et finalement, la question de la connexion avec les data catalogues n'est pas le sujet prioritaire à traiter pendant le projet et des fois reste un peu sur le bord de la route, hein, pour être très honnête, et n'est traité qu'à posteriori. Et quand c'est traité a posteriori, ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que finalement, les attentes des clients sont vraiment assez différentes quand on parle de data catalogue. Et ça se retrouve aussi dans l'approche qu'ont les solutions de data catalogue. Un Data Galaxy et un Colibra n'ont pas du tout la même approche de la mise en place d'un data catalogue. Colibra est très top-down en fait en approche, alors que Data Galaxy est plutôt bottom-up. Et du coup, ça veut dire aussi que finalement, les structures de données qui vont être mises en place au sein des data catalogues par les clients ne sont pas forcément équivalentes, ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, à ce stade, on n'a pas vraiment de métamodèle sur lequel on puisse capitaliser un connecteur, qu'on puisse à la fois mettre à disposition d'un Colibra ou d'un Data Galaxy. Par contre, c'est vraiment des sujets qu'on a en roadmap, en fait, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'exposer toutes les métadonnées des solutions Cmarchi. On parle de la plateforme MDM comme de la plateforme de data intégration. On a vraiment une idée, en fait, de pouvoir exposer ces métadatas pour simplifier l'intégration avec les data catalogues du marché. Mais j'ai tendance à penser que ça restera toujours une intégration qui sera faite de manière plus ou moins spécifique à chaque client, parce que finalement, en fonction des adaptations qui sont faites, des modèles de documents qui sont dans ces solutions, des modèles, par exemple, pour décrire des entités ou des choses comme ça, on aura toujours des ajustements en fait à faire au niveau du couplage vraiment des deux outils. Et puis surtout, il n'y a pas toujours la même finesse d'information qui est attendue. On a des clients qui veulent aller très très loin, remonter la moindre règle de transformation dans l'outil de data catalogue et tout, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus sur la connaissance du flux de données, du flux de circulation de la donnée, pas forcément sur toutes les règles fines de gestion et de transformation qui sont au sein de chaque flux. Ok. Alors, qui parle de projet de gouvernance, on va dire aujourd'hui, on sait qu'ils sont beaucoup guidés finalement par des problématiques de qualité, des problématiques d'accessibilité à la donnée, mais aussi et surtout finalement actuellement des problématiques réglementaires. Donc là, la question que je vais te poser, c'est plutôt finalement comment Cmarchi permet de répondre à cette question-là, donc de conformité réglementaire, et apporte finalement une part de la réponse à cette mise en conformité. Alors ça, c'est pour le coup une vraie vaste question.
Parce que finalement, les réglementations auxquelles on peut être soumis quand on manipule de la data sont, on va pas dire infinies, mais extrêmement variées. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que ces marchés, nous, ce qu'on va apporter dans la solution, c'est tout un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre en fait de répondre aux enjeux des différentes réglementations. Donc, on va permettre, par exemple, de pouvoir à la fois paramétrer des règles de gestion pour s'assurer qu'on n'est pas en train de commercialiser des produits qui sont éventuellement sous embargo par rapport à certains pays ou qui contiennent des composants qui, eux, sont sous embargo par rapport à certains pays. Ça, c'est le cas d'un de nos clients, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, qui vendent des avions de chasse et qui doivent faire attention quand ils vendent un avion de chasse à un pays qui n'est pas une des pièces dans l'avion de chasse qui soit sous embargo. Ça peut vraiment aller assez loin. Et puis après, on a des choses un peu plus génériques, on va dire, telles que la réglementation RGPD, par exemple, qui arrive maintenant depuis quelques années, et sur lequel on va aussi avoir tout un ensemble de fonctionnalités pour répondre en fait à ces projets-là. Par exemple, pour RGPD, on peut supporter un stockage crypté des données, on a un module d'anonymisation, on a la possibilité de contrôler l'accès aux données via des rôles, on vient d'en parler. On va pouvoir contrôler la qualité des données également par rapport à des sources autoritaires externes, que ce soit des sources open data ou des sources payantes. Par exemple, si on veut s'assurer de la conformité des informations légales qu'on connaît sur une entreprise ou des choses comme ça. Donc, on a plein de choses qui sont possibles dans la solution en termes de protection, en termes de fonctionnalité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, ce qui va faire qu'on va appliquer une réglementation d'une manière ou d'une autre, c'est aussi les finalités dans lesquelles on va utiliser un référentiel. Par exemple, un référentiel client qui va contenir des informations personnelles, on doit être très vigilant par rapport à un RGPD. Si ce référentiel client est destiné à des usages marketing derrière, on doit absolument avoir une gestion très propre au sein du référentiel client de tout ce qui est consentement pour la contactabilité et consentement pour les traitements. Là, on a des obligations par rapport à ça et on va modéliser des éléments dans le référentiel pour s'assurer d'avoir ces informations-là. Par contre, un référentiel client qui n'est utilisé qu'à des fins de gestion, par exemple, pour pouvoir gérer la relation contractuelle ou des choses comme ça. Dans le cadre d'une relation contractuelle, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des consentants, puisqu'en fait, c'est la relation contractuelle elle-même qui nous autorise à communiquer au client un certain nombre d'informations chaque année ou chaque mois quand on lui envoie des factures ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de consentement par rapport à ça. Par contre, par exemple, sur ces deux cas-là, on aura une obligation, si on a des données personnelles, de devoir les protéger. Donc, on aura le stockage crypté dans les deux cas, mais on n'aura pas forcément la même mise en œuvre détaillée. Donc ça appartient vraiment à chaque client, finalement, de se dire, en fonction des usages que je vais viser, en fonction de ce que je veux faire des données, voilà comment je dois appliquer la réglementation. Et donc, notamment sur RGPD, il doit y avoir une étape de travail, en fait, avec le DPO en phase amont, pour bien s'assurer que par rapport aux usages qui sont visés de la donnée et à la manière dont elle est gérée, on respecte bien en fait la réglementation à ce niveau-là. C'est aussi un sujet sur lequel très clairement nos partenaires intégrateurs et même nous-mêmes en tant qu'éditeurs, on a aussi un rôle de conseil par rapport à nos clients là-dessus. Après, on peut vraiment avoir des contextes qui sont très différents. J'étais pas plus tard qu'hier en échange en fait avec un client en fait qui est dans le monde de l'assurance qui appartient à un grand groupe bancaire. Et eux, c'est assez intéressant en fait leur problématique parce que ils distribuent leurs produits d'assurance en fait à la fois au sein du réseau bancaire du groupe auquel ils appartiennent, mais également auprès de partenaires qui sont des tiers externes. Et finalement, quand ils reçoivent les données, ils ont deux enjeux. Ils ont un premier enjeu marketing où là finalement la donnée doit rester cloisonnée au sein du réseau commercial où elle a été collectée, parce qu'on ne veut pas forcément que la donnée qui a été fournie en fait à la banque, par exemple, soit connue d'un apporteur d'affaires externe qui va travailler sur le même client. Les deux clients sont étanches, il y a deux contrats de chaque côté, on n'a pas le droit de partager les données à ce niveau-là. Donc pour tout ce qui est relations commerciales et marketing, on a un devoir en effet de séparation des comptes clients. Maintenant, au-delà de ces enjeux-là, il y a un deuxième enjeu qui est les enjeux réglementaires de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, où là, par contre, ça devient intéressant d'avoir la vision unique, finalement, du client en tant qu'individu pour pouvoir faire des analyses qui soient plus pertinentes. Et donc là, on a besoin d'avoir cette vision qui soit cross réseaux commerciaux. Et donc, on arrive en fait à un deuxième niveau de consolidation
où là, les enjeux vont plus être du tout marketing, donc on va pas forcément avoir besoin d'être vigilant sur la manière voilà, dont les données peuvent transiter ou non entre deux réseaux commerciaux. C'est pas une base qui va être utilisée à des fins marketing derrière et tout. Elle va vraiment être utilisée par le pôle réglementaire à des fins réglementaires. Donc les contraintes qu'on va avoir en fait sur ces deux étages du référentiel client ne vont pas être les mêmes. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est encore à la solution là de s'adapter par rapport à ce que on va faire au niveau de chaque client, par rapport au contexte qu'on va mettre en place, pour être sûr on est compliant avec les réglementations à respecter. D'accord. Si vous, dans l'auditoire, vous avez des questions ou des problématiques particulières qu'on pourrait répondre finalement lors de cette interview, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on sera bien évidemment ravis d'y répondre. En attendant, je vais te poser une autre question. Du coup, moi, en tant que consultant, finalement, je connais un peu les pièges qui peuvent intervenir durant les projets de gouvernance. Est-ce que toi, d'un point de vue éditeur, plutôt côté solution, du coup, tu as des pièges que tu aimerais mentionner et puis des choses que tu vois de façon récurrente et qui sont peut-être un peu des sources d'échecs, soit de projets gouvernance ou soit de projets plus spécifiques sur le MDM. Alors, il y en a plusieurs, très clairement, qui vont être dépendants du contexte, qui vont être dépendants du secteur d'activité, qui vont être dépendants du type de données aussi Mhm. qu'on va traiter. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu vaste. Mais il y a vraiment deux conseils qui s'appliquent dans tous les cas, en fait, pour D'accord. moi, et qu'il faut respecter. Le premier, c'est qu'il faut vraiment aborder ces projets de gouvernance de manière humble quand on est client, c'est-à-dire de se dire, c'est peut-être le premier que je fais, je suis peut-être pas un expert du sujet, et donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un intégrateur spécialisé. Les intégrateurs, aujourd'hui, ils ont vraiment la connaissance justement des bonnes méthodologies, ils ont la connaissance des bons jalons, des bonnes portes à passer, on va dire, pour éviter justement de tomber dans des pièges et pour anticiper correctement tous les sujets au travers des projets. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Il faut être bien accompagné. Pas forcément, je dis pas déléguer 100% du projet à un intégrateur et pas regarder ce qui s'y passe. Ça peut être juste un accompagnement avec un apport d'expertise ponctuelle et tout, mais il faut vraiment prendre quelqu'un voilà, qui va sécuriser, notamment pour un premier projet, le temps que les équipes internes montent en compétences et tout. Et le second conseil, et ça, c'est vraiment un point qui est critique, on a beaucoup parlé de valeur métier depuis le début du projet. En fait, c'est très important d'intégrer les équipes métiers dans le projet, et pour deux raisons. C'est que on est là pour répondre à leurs besoins. Donc, il faut qu'on s'assure que le projet qu'on est en train de construire soit toujours aligné avec les objectifs métiers, et ce pour deux raisons. C'est que déjà, d'une part, les objectifs métiers peuvent changer très vite. Et donc, en cours de projet, des fois, on voit des petits changements dans les objectifs d'un projet. Donc ça peut avoir un impact sur le delivery. Et puis, pour la deuxième raison, c'est pour s'assurer que les équipes techniques qui mettent en place la solution ont bien compris les besoins que le métier a exprimés et que tout le monde est bien aligné. Donc là, très clairement, les démarches agiles avec les équipes métiers sont un vrai élément facteur de succès là-dessus. Et ça permet également, et ça c'est aussi un point qui est clé, de mieux gérer la conduite du changement. C'est-à-dire que plus on implique les équipes métiers pendant la phase de construction du projet, plus finalement la solution elle est déjà connue en amont des phases de recette, en amont des phases de go live, et moins on prend de risques en fait sur l'adoption de la solution de gouvernance à l'arrivée, parce que finalement les métiers sont déjà au moins auprès de quelques acteurs clés. Je ne parle pas d'avoir tous les utilisateurs Mhm. métiers, mais au moins quelques acteurs clés qui sont vraiment dans les équipes métiers, sont déjà à la baguette, ont déjà la solution en main, savent que ça va matcher avec les besoins parce qu'ils ont vraiment participé à la construction. Et ça, c'est vraiment les deux points importants sont vraiment là, l'accompagnement et l'implication des métiers. Mhm. Bah, c'est marrant parce que, enfin, alors je vais pas dire que c'est marrant, mais finalement on fait un peu les mêmes constats nous d'un point de vue Synotis. C'est que on est il y a finalement deux cas sur lesquels on est mis à contribution. Donc le cas, on va dire le plus optimal. Donc on est mis à contribution sur les phases amont du projet, sur la construction, la définition de la stratégie, et finalement on apporte l'expérience qu'on peut avoir des projets de gouvernance pour justement éviter ce genre d'erreur-là. Et puis on a aussi finalement le second cas où on est plutôt là, on va dire, pour éteindre le feu sur un projet de gouvernance qui a été, on va dire, tenté, notamment sans mettre à contribution les métiers à travers différents ateliers, sans recueil de besoins, sans finalement de, favoriser l'adhésion finalement de ces métiers-là au projet. Et du coup, c'est relativement intéressant. Ouais. Aujourd'hui,
si tu devais dessiner un futur pour Semarchi sur le marché de la data de manière générale, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, c'est difficile, je suis pas forcément Nostradamus là-dessus, mais bon, il y a 2 grandes tendances de fond aujourd'hui. La première tendance de fond, c'est vraiment un virage qui est déjà très, très, très amorcé. On est quasiment à la fin du virage, euh, qui est d'aller vers des architectures qui sont complètement hybrides et distribuées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de on-prem, on n'a plus de cloud, on a du multi-cloud, du multi-SaaS, on continue à avoir des applications on-prem, et finalement, avoir des plateformes data qui vont vraiment être à l'aise et très agiles dans un contexte très hétérogène techniquement, et très flexible, surtout pour assumer des changements rapides de stratégie et de technologie, c'est vraiment un point clé. On voit aujourd'hui, notamment sur les plateformes data analytics, il y a une dynamique en termes d'innovation sur ce marché-là. Quasiment tous les ans, on a un nouvel acteur qui arrive et qui vient bousculer le marché. Voilà, ces dernières années, on a eu Snowflake, on a eu Databricks, voilà, il y en a plein qui arrivent en fait très très vite et qui viennent vraiment bousculer le marché. Et c'est vraiment très important à ce niveau-là, notamment d'avoir des solutions qui vont être flexibles et qui vont savoir très vite en fait répondre à ces changements technologiques, parce qu'on va avoir la capacité d'adresser très vite ces nouvelles technologies. C'est notamment ce qu'on fait, nous, sur le volet data intégration, avec certains de nos clients, dont le groupe ADO, qu'on accompagne maintenant depuis de nombreuses années, un petit peu sur toute leur transformation technologique, qui ont d'abord eu lieu en interne, en fait. Ils ont changé de socle data quand même beaucoup en interne, et puis dans le Move to Cloud qu'ils ont engagé maintenant depuis quelques temps, où là, voilà, on est en train de finaliser un énorme projet de Move to Cloud avec eux. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est pas valable que dans la data intégration, hein. On a aussi sur la partie XDM, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, je pense qu'on a peut-être 70 à 75% de nos nouveaux clients qui démarrent directement en architecture cloud. Il y en a certains qui font de l'hybride, mais il y en a beaucoup qui démarrent directement en architecture cloud, y compris des fois sur des services managés par nos partenaires ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette première tendance-là qui est vraiment très, très prenante. Après, l'autre tendance de fond qu'on a, c'est vraiment une vraie évolution que sont en train de connaître les plateformes data aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que les clients attendent, c'est d'avoir des plateformes data qui offrent en fait finalement beaucoup plus de services, qui soient beaucoup plus intégrés aussi les unes avec les autres, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs data qui proposent différents outils qu'on peut mettre côte à côte, mais qui ne sont pas du tout intégrés les uns avec les autres. Et là, nous, on va clairement parler de notre avenir côté Semarchi. On est en train de travailler vraiment sur ce qu'on va appeler une data plateforme unifiée, où finalement tous les modules qu'on est amené à rajouter sur la solution, c'est déjà la philosophie qu'on avait avec XDM depuis un certain temps, quand on a rajouté le module de découverte de données, le module de dashboard, tout ça sont des modules qui sont venus s'ajouter finalement sur l'outil qui existait, sur l'outil XDM qui existait. Là, avec l'arrivée de la brique data intégration, c'est un petit peu différent parce que c'est pas non plus une brique qu'on veut imposer à nos clients. Donc, on garde quelque chose pour l'instant d'un petit peu différent, mais on va aussi très vite avoir des vraies briques partagées et intégrées à ce niveau-là, avec notamment une couche de métadonnées globale. On aura un jour un data catalogue également vraisemblablement au sein de la plateforme qui puisse répondre à des enjeux plus globaux. Mais tout ça en étant vraiment très, très, très intégré. On fait vraiment le travail aujourd'hui de simplifier toute l'expérience de paramétrage en fait pour que les projets puissent aller vite, pour que les projets puissent être agiles et qu'on puisse apporter de la valeur. Et d'ailleurs, cette vision-là, c'est vraiment une tendance forte du marché et qui est anticipée par les analystes. Puisque par exemple, je parlais en introduction du fait que Semarchi était dans le Magic Quadrant du Gartner sur la partie MDM. Ce Magic Quadrant va disparaître a priori cette année et va être remplacé, je n'ai pas encore la terminologie exacte, mais par cette notion de data platform ou de data fabric, je ne sais pas comment est-ce qu'ils voudront l'appeler, mais c'est vraiment là aussi que les analystes disent que le marché va aller, donc on n'est pas les seuls à penser ça. Et clairement aujourd'hui, nous, on a accéléré sur notre stratégie de croissance pour pouvoir aller en fait vers cette cible de data platform. D'accord. Donc on a vraiment un changement de paradigme finalement sur la manière dont sont structurées les solutions sur le marché de la data, et puis du coup une vraie volonté finalement d'interfaçage des solutions entre elles, ou en tout cas d'avoir des éditeurs qui couvrent le plus de besoins possibles sur un même domaine.
Ouais. On va peut-être se garder 1 minute ou 2 pour quelques questions, Ouais. parce que ce qu'on a dit, c'était finalement très, très riche. Julien, tu as beaucoup parlé. On n'a pas entendu beaucoup les personnes qui nous regardent et pas eu de questions vraiment spécifiques. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, si vous avez des questions. Et puis peut-être qu'en attendant que le qu'on ait les questions, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur finalement, comment vous avez intégré, ce rachat de Stambia, à votre offre? Alors, ça a été très naturel déjà, parce qu'il faut savoir quand même que les équipes de Stambia et Semarchi se connaissaient de longue date. Il y avait Mmh. notamment un passé commun chez un éditeur qui a disparu, qui s'appelait Synopsys, qui avait été racheté par Oracle dans les années 2000. Donc, Mmh. l'intégration s'est quand même faite de manière très très simple, et les deux sociétés étaient, notamment en termes de R&D, étaient basées à Lyon et tout. Donc, déjà, l'intégration, c'est déjà passé au niveau des équipes. Avant même de parler de D'accord. produit, on a vraiment fusionné aujourd'hui des équipes. Donc, typiquement, moi, aujourd'hui, dans l'équipe que je gère, j'ai à la fois des gens qui travaillent sur la partie data intégration et sur la partie data management. Donc, on est vraiment aujourd'hui une seule et même équipe. Le support est unifié. Pareil, tout le product management a été unifié. Après, en termes de développement, on garde deux équipes de dev parce qu'on n'est pas sur les mêmes technologies, mais globalement, c'est des équipes qui travaillent ensemble, sur lesquelles Mmh. il y a beaucoup d'échanges. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, comment ça s'est intégré dans notre offre? Eh ben, c'est vraiment justement, c'est un achat tactique qu'on a voulu pour ancrer notre stratégie vers la plateforme unifiée. Ça a été notre C'est ça. première étape. C'est pas la dernière, hein, très clairement, mais ça a été notre première étape en fait pour aller vers la plateforme unifiée. Et bah, comment est-ce que ça va se positionner aujourd'hui? Ça va nous permettre à la fois d'être beaucoup plus complet, on va dire, en termes d'offres qu'on va pouvoir proposer à nos clients, en ne leur disant plus sur les projets MDM, ben, utilisez votre brique de data intégration par défaut, parce que de toute façon, nous, on ne va pas vous en proposer, et puis vous en avez déjà une, ça fait bien le job. Ce dont on s'aperçoit en fait aujourd'hui, c'est que souvent, quand il y a des outils de data intégration un peu transverses qui sont en place, les équipes sont overbookées sur ces plateformes d'intégration. Et donc, c'est très compliqué d'avoir finalement une dépendance pour un projet référentiel d'une équipe d'intégration externe qui a peut-être d'autres priorités, qui ne va pas forcément pouvoir délivrer au bon moment et tout. Et on a vu certains projets se lancer où des fois, bah, finalement, l'intégration était traitée à la main avec un talent en version communautaire, avec du développement spécifique, que ce soit en PLSQL, en Spring Batch, ou ce qu'on veut. Et du coup, on se dit non, faut arrêter de faire des trucs un peu bricolés comme ça. Donc, on veut absolument pouvoir, pour ces clients-là, avoir la possibilité en fait de leur proposer en plus ce module de data intégration qui va vraiment venir permettre d'alimenter la plateforme en plus de manière très intelligente parce qu'on a un connecteur qui fait le calcul de delta de manière automatique qui existe depuis déjà très longtemps. Hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau parce qu'il y avait déjà une collaboration entre Stambia et Semarchi sur le sujet. Et puis au-delà de ça, ça nous ouvre aussi tout le marché globalement de la data intégration. Mmh. Aujourd'hui, voilà, la solution de Stambia était une solution qui était hyper pertinente parce qu'il y a une capacité très rapide à intégrer de nouvelles technologies, de nouvelles connecteurs. On a un vrai développement unifié en fait de tout ce qui est mapping, process, qui n'est pas dépendant de la technologie sous-jacente et qui simplifie vraiment tout le travail à la fois de développement et qui a des énormes avantages dans tous les contextes d'industrialisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des très grands groupes qui ont plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de développeurs sur la solution qui sont capables de maîtriser le delivery parce qu'il y a une approche par template qui permet d'être très industriel. On va bien s'intégrer dans tout ce qui est développement continu et compagnie. Donc, ça va aussi nous permettre finalement, comme on veut être un acteur majeur des plateformes data, grâce à cette brique de data intégration, d'aller toucher une très grande quantité de projets de clients. Donc Mmh. on a vraiment les deux axes stratégiques en fait dans notre roadmap hein, pour pouvoir offrir finalement une plateforme data la plus complète possible à nos clients. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment finalement dans la démarche de ce que tu mentionnais juste avant, cette plateforme unifiée, la volonté du marché à avoir des produits qui s'interfacent le plus entre eux. Donc on est vraiment là-dedans. On a poussé quelques sondages durant cette interview, donc notamment sur la pertinence de l'interview et puis sur le fait de savoir si vous aviez envie d'avoir peut-être une démonstration plus privée ou en tout cas une présentation de l'outil et puis des différentes features en one-to-one. N'hésitez pas à y répondre, ce serait super intéressant pour nous. Je vois qu'on a aussi un petit peu dépassé l'heure. Il est déjà quasiment Ouais. 11h50. Euh, J'ai cette réputation d'être bavard. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, Julien?
Non, bah, un grand merci déjà pour nous donner l'occasion de prendre, de prendre la parole et puis d'expliquer un petit peu le virage aussi qu'est en train de prendre Mmh, Symarchi, hein, avec cette acquisition et puis ce virage vers la data platform unifiée qu'on est en train de prendre. C'est quelque chose sur lequel on va beaucoup, communiquer dans les mois à venir, mais sur lequel il y a un peu la primeur en effet dans le cadre de l'interview, aujourd'hui. Et puis en effet, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter Synotis pour qu'on puisse après prendre du temps pour échanger avec vous directement en one-to-one sur vos problématiques et voir comment on pourrait réussir à vous aider. super. Et ben écoute, merci Julien, en tout cas pour toutes ces infos et puis, dont, quelques-unes en exclusivité. C'était, enfin, en tout cas, j'étais ravi de faire cette interview avec toi et puis avec Semarchi. Et puis j'imagine qu'on aura l'occasion de se revoir, sur d'autres événements, de ce style. Tout à fait, y compris en Suisse. Exactement. Merci beaucoup Julien et puis on va Merci, clore cet événement. Au revoir, merci. au revoir.